La femme n'est qu'un animal élégant aux longs cheveux, mais à l'entendement court. Voilà comment Arthur Schopenhauer décrivait l'éternel féminin. Une phrase qui coupe comme une lame rouillée. Crue, dure. Aujourd'hui, on l'agite comme une preuve de misogynie. Et c'est vrai, à première vue, cela ressemble à une insulte figée dans un autre siècle. Un éclat de mépris resté coincé dans les dents d'un philosophe révolté. Mais si l'on gratte la surface, que cherche-t-il à dire, au fond? Est-ce simplement de la haine ou bien l'expression d'un désenchantement profond, né d'une lucidité douloureuse? Est-ce un caprice misanthrope ou une tentative maladroite de traduire ce que l'instinct ne sait pas dire? Il faut parfois relire les excès comme des cris, non comme des jugements, mais comme des fractures. Schopenhauer n'est pas un philosophe de la lumière. Il est celui qui observe les ténèbres avec une précision chirurgicale. Un scalpel dans une main glacée. Un regard qui ne cligne jamais. Et dans sa noirceur, il y a une forme de vérité. Une vérité qui dérange. Une vérité que certains hommes ressentent sans jamais la formuler. Parce qu'elle est inavouable. Parce qu'elle dérange la morale, bouscule les illusions, salit les contes de fées. Il ne haïssait peut-être pas les femmes. Ce qu'il détestait, c'était le reflet de lui-même qu'il voyait à travers le désir qu'il avait pour elles. Il haïssait ce que l'amour lui faisait, faible, dépendant, vulnérable. Loin du surhomme, proche de l'enfant qui tend la main et n'obtient rien. Il ne crachait pas sur la féminité, il criait sa détresse face à une puissance qu'il ne contrôlait pas. Car aimer, pour lui, ce n'était pas partager. C'était se courber. C'était s'exposer. Et dans ce déséquilibre, il voyait une menace. Pourquoi, malgré les efforts, l'amour semble glisser? Pourquoi, même dans la stabilité, le doute persiste? Pourquoi ce sentiment que, tôt ou tard, elle cherchera plus grand, plus intense, plus sûr? Des questions que l'on ne pose pas à voix haute. Des pensées qui traversent l'homme seul, allongé dans un lit trop large. Il l'a pourtant choisi. Il l'a protégé, entouré, valorisé. Mais quelque chose ne suffit jamais. Une ombre au fond des yeux. Un frisson d'incertitude. Un homme peut construire une vie entière autour d'une relation. Et pourtant, un jour, tout bascule. Une remarque froide. Un regard ailleurs. Et soudain, elle s'éloigne. Parfois sans explication. Parfois avec des justifications douces, presque polies. Et puis, sans prévenir, elle réapparaît au bras d'un autre. Quelqu'un de plus imposant. Plus confiant. Plus visible. Il ne faut parfois qu'un détail pour que tout l'édifice s'effondre. Et l'homme reste là, dépossédé de son rôle, de sa place, de ses illusions. Ce phénomène a un nom, l'hypergamie. Un mot que beaucoup rejettent, parce qu'il pique là où ça fait mal. Il ne s'agit pas d'un complot. Il s'agit d'un mécanisme. Un vieux moteur biologique qui continue de tourner sous nos désirs modernes. Il n'est pas question de morale, mais de survie. Une programmation silencieuse, plus ancienne que le langage. C'est l'instinct de sélection à l'œuvre brutal, intransigeant, sans pitié pour les sentiments. Pour Schopenhauer, tout part d'un principe central, la volonté de vivre, une force aveugle, brute, irrationnelle. Ce n'est ni Dieu, ni l'âme, ni la logique. C'est un courant souterrain qui pousse chaque être vivant à survivre, à se reproduire, à continuer coûte que coûte. La nature, selon lui, n'a pas de morale. Elle a des stratégies. Elle se moque des poèmes, des promesses, des serments. Elle ne veut qu'une chose, que la vie se perpétue. Et dans cette logique implacable, l'amour romantique n'est qu'un déguisement. Un piège raffiné. Ce n'est pas la rencontre de deux âmes. C'est le jeu de la volonté, qui utilise les sentiments comme des marionnettes. Vous croyez aimer parce que votre cœur le veut. Mais en réalité, c'est l'espèce qui tire les ficelles. Vous croyez offrir des fleurs, mais c'est la biologie qui vous y pousse. Chaque mot doux, chaque geste tendre, chaque sacrifice. Tout cela, Schopenhauer le voit comme une ruse de la nature pour atteindre son but. Schopenhauer dirait, ce n'est pas toi qui choisis. C'est la vie elle-même qui se sert de toi. Et elle, lorsqu'elle choisit, ce n'est pas un choix de cœur. C'est une évaluation silencieuse. Cet homme est-il capable de porter mes enfants à l'abri du danger? D'assurer la survie de mes petits? Peut-être ne le formule-t-elle jamais. Peut-être même l'ignore-t-elle. Mais derrière chaque attirance, il y a une série de calculs inconscients. Des critères génétiques. Une recherche de stabilité et de puissance, masquée par des déclarations d'amour. Ce n'est pas du cynisme. C'est de la lucidité. Et c'est peut-être là, dans ce choc entre l'instinct et l'idéal, que naît notre souffrance. Ce n'est pas du romantisme. C'est de la programmation. Et c'est précisément ce que Schopenhauer expose avec froideur. Une froideur presque clinique, dénuée d'espoir, qui retire au sentiment amoureux toute magie pour en dévoiler la mécanique nue. Le concept d'hypergamie, dans ce cadre, devient un éclairage brutal.
Il ne dit pas que toutes les femmes quittent, trahissent ou évaluent froidement. Il dit qu'un mécanisme profond existe. Une tendance à aller vers ce qui semble plus fort, plus sûr, plus haut. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation du vivant. Un constat biologique que notre époque maquille avec des discours de liberté, mais qui continue d'agir dans les replis invisibles de la séduction. Même l'idéal romantique le plus pur reste traversé par cette logique de sélection, parfois invisible, mais toujours à l'œuvre. Un homme, dans ce contexte, n'est jamais vraiment en sécurité. Même lorsqu'il aime sincèrement. Même lorsqu'il donne tout. Parce qu'il sent parfois confusément qu'il pourrait être remplacé à tout moment. Et souvent, il l'est. Il peut avoir été attentionné, présent, fidèle. Il peut avoir tout donné sans compter, sans condition. Mais cela ne le protège pas, car ce qu'il offre n'est pas toujours ce qui est recherché. Tu l'as peut-être vécu. Tu as été là, présent, gentil, engagé. Tu as fait des sacrifices. Tu as écouté, consolé, construit. Tu croyais que cela suffisait. Tu pensais qu'en aimant bien, tu serais aimé en retour. Puis, un jour, elle est partie. Sans crier. Sans haine. Juste ailleurs. Le vide, soudain, a remplacé la tendresse. Et dans ce silence, une vérité t'a effleuré, violente et nue. La sincérité n'était pas un rempart. Et quelques semaines plus tard, tu la vois. Avec un autre. Quelqu'un de plus extraverti. De plus solide. De plus charismatique. Quelqu'un qui, peut-être, ne l'écoute pas comme toi, mais qui impose davantage. Et en toi, quelque chose se brise. Non pas seulement à cause d'elle, mais à cause de ce que cela révèle, que tu n'étais peut-être qu'un passage. Une étape vers mieux. Une transition vers une version plus accomplie de l'homme qu'elle cherchait sans le savoir. Il dégage quelque chose de brut. Une présence, une intensité. Il est ce que vous n'étiez pas, ou pas assez. Plus affirmé, plus stable, plus désirable, du moins dans l'imaginaire biologique de la sélection. Une part archaïque de son être a jugé que tu n'étais pas l'option la plus sûre. Et alors surgit cette question lancinante, était-ce une trahison? Un choix délibéré de vous effacer? Ou bien, était-ce simplement un automatisme, une règle naturelle déguisée en décision humaine? À travers la lentille sombre de Schopenhauer, la réponse devient glaciale. Ce n'est pas la personne en face qui a choisi. C'est la volonté. Cette force sourde et aveugle, tapie derrière les apparences humaines, qui ne cherche qu'à se perpétuer. Elle n'a pas décidé de vous délaisser, pas plus que vous n'avez choisi de tomber amoureux. C'est l'espèce qui a parlé. Elle a orienté ses préférences vers un autre corps, un autre ADN, une autre promesse de stabilité ou d'élévation sociale. Et cette idée, bien qu'implacablement logique, laisse un goût amer. Car elle réduit les relations humaines à un échange d'informations génétiques, à un théâtre où les rôles sont écrits d'avance. Et pourtant, cette lecture, si logique soit-elle, porte en elle un danger, elle déshumanise. Elle transforme l'autre, en particulier la femme, en simple instrument, en marionnette d'un impératif darwinien. Elle pousse à la rancéure. Elle ouvre la porte à une vision paranoïaque de l'amour, où chaque geste, chaque choix, devient suspect. Car lorsque l'on se sent écarté, échangé, remplacé, un venin naît. Le rejet devient amertume. L'amour se transforme en soupçon. Et l'orgueil blessé cherche une explication qui le lave de toute faute. Schopenhauer a été cet homme blessé. Non seulement théoricien du désespoir, mais également son témoin. Sa vie fut marquée non par des trahisons spectaculaires, mais par une suite de petites blessures qui, accumulées, ont creusé un gouffre, une mer froide, presque étrangère à son monde intérieur. Des femmes attirées par la lumière de la vie, là où lui traînait dans l'ombre. Des histoires amoureuses désaccordées, où son amour se heurtait à leur indifférence. Mais il n'a pas soigné cette douleur. Il l'a intellectualisée. Il l'a figée dans une philosophie où la femme n'est plus qu'un reflet vide de la volonté. Un outil, une illusion, un piège. Ses écrits dégoulinent de ce mépris glacial. Mais derrière chaque ligne dure se cache une faille. Ce n'est pas tant la haine qui parle, que la honte. La honte d'avoir été jugé insuffisant. D'avoir aimé sans retour. D'avoir vu l'autre choisir mieux. Plus riche. Plus assuré. Moins tourmenté. Et ce mal-être ne crie pas. Il s'enferme. Il murmure des maximes amères que d'autres blessés vont répéter. Les femmes aiment le pouvoir, pas la tendresse. Ne montre jamais tes émotions. Aimer, c'est se fragiliser. Ce sont des boucliers. Des phrases construites non pour comprendre, mais pour ne plus souffrir. Pour contenir l'humiliation de celui qui s'est donné, et qui a été jugé insuffisant. Il n'a pas manqué d'amour. Il a manqué de prestige. Pas de fidélité, mais d'assurance. Et il s'est vu remplacé. Non par un tyran, non par un salaud,
mais par un homme qui coche plus de cases dans le cahier secret de la volonté. Ce cahier que personne ne lit, mais que tout le monde suit. Et lorsqu'on garde ce mal en soi, il devient amer. Il se cristallise. Il trouve écho dans des espaces où les douleurs masculines se répondent, s'amplifient, mais ne se guérissent jamais. Là où chaque femme devient suspecte, chaque choix féminin une trahison déguisée. Et pourtant, si cette hypergamie n'était pas une volonté malveillante, mais un automatisme de survie, Schopenhauer y voyait un calcul froid. Mais Schopenhauer voyait en noir. Une autre lecture existe, moins accusatrice, plus biologique. Revenons à l'origine. Dans un monde où la moindre faiblesse pouvait tuer, choisir un homme plus stable, plus résilient, plus dur, ce n'était pas une préférence de confort, c'était une assurance vie. Une nécessité. Aujourd'hui, la menace n'est plus le froid ni la bête sauvage. C'est l'angoisse, le vide, la dépendance affective. Mais les instincts, eux, n'ont pas été reprogrammés. Ils opèrent encore, dans le silence des cerveaux archaïques. Ils guident, sélectionnent, excluent, sans que la conscience ne le réalise toujours. Certains hommes s'y heurtent comme à une injustice cosmique. D'autres s'en moquent, ou s'en protègent par le cynisme. Et certains, comme Schopenhauer, transforment cette blessure en système philosophique. Mais tant que ce manque ne sera pas dit, tant qu'on ne mettra pas de mots sur la douleur masculine, le cycle se répétera. Ressentiment, rejet, cynisme, silence. Aujourd'hui, le danger n'est plus une bête féroce prête à bondir, mais plutôt l'immobilisme, la routine sans éclat. L'homme qui ne rêve plus, qui s'éteint de l'intérieur, qui cesse d'avancer. C'est là que l'image de l'homme honorable s'effondre. Être juste, attentionné, bienveillant ne suffit plus. Même un amour sincère ne résiste pas à l'érosion du temps si l'énergie masculine ne se renouvelle pas. Pour enflammer un désir profond et surtout le garder vivant, il faut plus. Il faut être un homme en mouvement. Un homme qui prend des risques, qui trace une direction, qui fait vibrer quelque chose de plus grand que lui. Non pas parce que la femme est superficielle, mais parce que, comme l'homme qui regarde la jeunesse avec fascination, la femme sent instinctivement ce qui la tire vers l'avant, ou ce qui l'enfonce dans la torpeur. Alors comment faire ? Comment ne pas devenir un Schopenhauer moderne, amer et désabusé ? La première étape, c'est d'accueillir la réalité sans phare, sans la maquiller de romantisme, ni la noircir de ressentiment. Reconnaître cette logique de l'hypergamie, c'est cesser de croire qu'aimer suffit. C'est voir le jeu tel qu'il est, sans tricher. Et une fois que l'on voit, on peut choisir. Comprendre l'hypergamie ne signifie pas s'y soumettre. Cela signifie apprendre à jouer avec, naviguer, évoluer, s'élever. Non pour plaire, mais pour s'honorer. Pour ne pas rester l'homme qui s'efface dans la douleur, mais devenir celui qui marche malgré la pluie. On peut s'acharner à détester la pluie, ou apprendre à marcher sous la tempête. Un homme peut soit se laisser envahir par le sentiment d'injustice, et se complaire dans la position de victime d'un système impitoyable, soit regarder cette mécanique en face, et en tirer un élan. Car une vérité brute n'est pas forcément une condamnation. C'est une carte, un repère. L'hypergamie, loin de condamner l'homme, lui rappelle une chose essentielle, la stagnation tue. Le désir n'est pas charitable. L'amour ne protège pas de la sélection. Mais un homme qui se transforme, qui évolue, qui avance, ne supplie pas l'amour. Il l'attire. Même dans son pessimisme, Schopenhauer a laissé entrevoir une voie essentielle, qu'il n'a pourtant jamais empruntée. La douleur du rejet ne guérit ni par la colère, ni par le mépris, ni par la soumission servile. Elle se soigne par un virage intérieur. Arrête de courir après la validation extérieure. Ne cherche pas à gagner la compétition invisible où chaque homme veut être le plus désirable. Tu y entres déjà perdant. Car tant que ta valeur dépend du regard de l'autre, elle est instable. Construis ta valeur de l'intérieur. Deviens l'homme que tu respectes toi-même, même dans le silence, même sans spectateur. Car celui qui mendie l'approbation révèle qu'il doute de sa propre légitimité. À travers la lentille sombre de Schopenhauer, la réponse devient glaciale. Ce n'est pas la personne en face qui a choisi. C'est la volonté. Cette force sourde et aveugle, tapie derrière les apparences humaines, qui ne cherche qu'à se perpétuer. Elle n'a pas décidé de vous délaisser, pas plus que vous n'avez choisi de tomber amoureux. C'est l'espèce qui a parlé. Elle a orienté ses préférences vers un autre corps, un autre ADN, une autre promesse de stabilité ou d'élévation sociale. Et cette idée, bien qu'implacablement logique, laisse un goût amer. Car elle réduit les relations humaines à un échange d'informations génétiques, à un théâtre où les rôles sont écrits d'avance. Et pourtant, cette lecture, si logique soit-elle, porte en elle un danger, elle déshumanise. Elle transforme l'autre, en particulier la femme, en simple instrument, en marionnette d'un impératif darwinien.
Elle pousse à la rancéure. Elle ouvre la porte à une vision paranoïaque de l'amour, où chaque geste, chaque choix, devient suspect. Car lorsque l'on se sent écarté, échangé, remplacé, un venin naît. Le rejet devient amertume. L'amour se transforme en soupçon. Et l'orgueil blessé cherche une explication qui le lave de toute faute. Schopenhauer a été cet homme blessé. Non seulement théoricien du désespoir, mais également son témoin. Sa vie fut marquée non par des trahisons spectaculaires, mais par une suite de petites blessures qui, accumulées, ont creusé un gouffre, une mer froide, presque étrangère à son monde intérieur. Des femmes attirées par la lumière de la vie, là où lui traînait dans l'ombre. Des histoires amoureuses désaccordées, où son amour se heurtait à leur indifférence. Mais il n'a pas soigné cette douleur. Il l'a intellectualisée. Il l'a figée dans une philosophie où la femme n'est plus qu'un reflet vide de la volonté. Un outil, une illusion, un piège. Ses écrits dégoulinent de ce mépris glacial. Mais derrière chaque ligne dure se cache une faille. Ce n'est pas tant la haine qui parle, que la honte. La honte d'avoir été jugé insuffisant. D'avoir aimé sans retour. D'avoir vu l'autre choisir mieux. Plus riche. Plus assuré. Moins tourmenté. Et ce mal-être ne crie pas. Il s'enferme. Il murmure des maximes amères que d'autres blessés vont répéter. Les femmes aiment le pouvoir, pas la tendresse. Ne montre jamais tes émotions. Aimer, c'est se fragiliser. Ce sont des boucliers. Des phrases construites non pour comprendre, mais pour ne plus souffrir. Pour contenir l'humiliation de celui qui s'est donné, et qui a été jugé insuffisant. Il n'a pas manqué d'amour. Il a manqué de prestige. Pas de fidélité, mais d'assurance. Et il s'est vu remplacé. Non par un tyran, non par un salaud, mais par un homme qui coche plus de cases dans le cahier secret de la volonté. Ce cahier que personne ne lit, mais que tout le monde suit. Et lorsqu'on garde ce mal en soi, il devient amer. Il se cristallise. Il trouve écho dans des espaces où les douleurs masculines se répondent, s'amplifient, mais ne se guérissent jamais. Là où chaque femme devient suspecte, chaque choix féminin une trahison déguisée. Et pourtant, si cette hypergamie n'était pas une volonté malveillante, mais un automatisme de survie. Schopenhauer y voyait un calcul froid. Mais Schopenhauer voyait en noir. Une autre lecture existe, moins accusatrice, plus biologique. Revenons à l'origine. Dans un monde où la moindre faiblesse pouvait tuer, choisir un homme plus stable, plus résilient, plus dur, ce n'était pas une préférence de confort, c'était une assurance-vie. Une nécessité. Aujourd'hui, la menace n'est plus le froid ni la bête sauvage. C'est l'angoisse, le vide, la dépendance affective. Mais les instincts, eux, n'ont pas été reprogrammés. Ils opèrent encore, dans le silence des cerveaux archaïques. Ils guident, sélectionnent, excluent, sans que la conscience ne le réalise toujours. Certains hommes s'y heurtent comme à une injustice cosmique. D'autres s'en moquent, ou s'en protègent par le cynisme. Et certains, comme Schopenhauer, transforment cette blessure en système philosophique. Mais tant que ce manque ne sera pas dit, tant qu'on ne mettra pas de mots sur la douleur masculine, le cycle se répétera. Ressentiment, rejet, cynisme, silence. Aujourd'hui, le danger n'est plus une bête féroce prête à bondir, mais plutôt l'immobilisme, la routine sans éclat. L'homme qui ne rêve plus, qui s'éteint de l'intérieur, qui cesse d'avancer. C'est là que l'image de l'homme honorable s'effondre. Être juste, attentionné, bienveillant ne suffit plus. Même un amour sincère ne résiste pas à l'érosion du temps si l'énergie masculine ne se renouvelle pas. Pour enflammer un désir profond et surtout le garder vivant, il faut plus. Il faut être un homme en mouvement. Un homme qui prend des risques, qui trace une direction, qui fait vibrer quelque chose de plus grand que lui. Non pas parce que la femme est superficielle, mais parce que, comme l'homme qui regarde la jeunesse avec fascination, la femme sent instinctivement ce qui la tire vers l'avant, ou ce qui l'enfonce dans la torpeur. Alors comment faire? Comment ne pas devenir un Schopenhauer moderne, amer et désabusé? La première étape, c'est d'accueillir la réalité sans phare, sans la maquiller de romantisme, ni la noircir de ressentiment. Reconnaître cette logique de l'hypergamie, c'est cesser de croire qu'aimer suffit. C'est voir le jeu tel qu'il est, sans tricher. Et une fois que l'on voit, on peut choisir. Comprendre l'hypergamie ne signifie pas s'y soumettre. Cela signifie apprendre à jouer avec, naviguer, évoluer, s'élever. Non pour plaire, mais pour s'honorer. Pour ne pas rester l'homme qui s'efface dans la douleur, mais devenir celui qui marche malgré la pluie. On peut s'acharner à détester la pluie, ou apprendre à marcher sous la tempête. Un homme peut soit se laisser envahir par le sentiment d'injustice, et se complaire dans la position de victime d'un système impitoyable, soit regarder cette mécanique en face, et en tirer un élan. Car une vérité brute n'est pas forcément une condamnation.
C'est une carte, un repère. L'hypergamie, loin de condamner l'homme, lui rappelle une chose essentielle, la stagnation tue. Le désir n'est pas charitable. L'amour ne protège pas de la sélection. Mais un homme qui se transforme, qui évolue, qui avance, ne supplie pas l'amour. Il l'attire. Même dans son pessimisme, Schopenhauer a laissé entrevoir une voie essentielle, qu'il n'a pourtant jamais empruntée. La douleur du rejet ne guérit ni par la colère, ni par le mépris, ni par la soumission servile. Elle se soigne par un virage intérieur. Arrête de courir après la validation extérieure. Ne cherche pas à gagner la compétition invisible où chaque homme veut être le plus désirable. Tu y entres déjà perdant. Car tant que ta valeur dépend du regard de l'autre, elle est instable. Construis ta valeur de l'intérieur. Deviens l'homme que tu respectes toi-même, même dans le silence, même sans spectateur. Car celui qui mendie l'approbation révèle qu'il doute de sa propre légitimité.